J'ai mis de côté mon pseudo-rationalisme. Car à ce stade, j'étais prêt à croire n'importe quoi. Mais je ne savais pas que je n'avais encore rien vu. Lorsque l'enlèvement s'est produit, nous étions vers la fin décembre. Ça signifie que le froid était insupportable. Ajoutez à cela qu'il y avait si peu de lumière qu'à peine arrivés sur le territoire de chasse, il était presque temps pour nous de partir. Le premier jour où nous avons recherché la trace d'animaux, nous n'avons même pas croisé un seul écureuil. Cette nuit-là, le vent s'est mis à souffler vraiment fort. Si fort que la cabane s'est mise à grincer. Je pensais qu'elle allait finir par s'effondrer sur nous. Je fixais les fissures sur les murs, et j'aurais pu jurer que j'ai vu des choses bouger derrière. Quand j'ai finalement réussi à m'endormir, la dernière chose que j'ai entendue était un chuchotement à peine audible. Comme ceux que j'avais entendus auparavant. Les jours suivants n'étaient pas meilleurs. Chaque fois que nous allions dans les bois, en quête de nourriture, je me retrouvais au bord de l'épuisement et presque en hypothermie. Je n'avais aucune idée de comment mon grand-père y arrivait malgré son âge. Il ne ralentissait jamais. Mais malheureusement, nous revenions toujours les mains vides. Chaque nuit, la forêt devenait de plus en plus bruyante. Les ombres dans la cabane semblaient plus noires, malgré les bougies allumées dans la pièce. Les chuchotements paraissaient également devenir plus intenses, à tel point que je commençais à distinguer des mots. Bien qu'aucun d'eux n'était en anglais. Le troisième soir, j'ai demandé à Bjorn s'il les avait entendus, mais il m'a juste dit de ne pas y penser. Chaque jour était plus sombre que le précédent. La lumière n'était plus qu'une nuance de gris clair. Cela a continué au point que nos stocks de nourriture s'épuisaient. Notre besoin de trouver à manger devenait vital. Ça s'est aggravé le 5e jour. Il a commencé à neiger de gros flocons lourds et collants qui n'arrêtaient pas de tomber. Ça recouvrait tout. Toujours en quête de nourriture, tandis que nous marchions difficilement dans la forêt, je me mis à distinguer les choses au loin. De petites formes assises sur des rochers et des grands arbres qui semblaient disparaître dès que je regardais avec insistance. J'ai demandé à mon grand-père et il m'a dit de ne pas les regarder, mais de continuer à avancer. Plus les jours passèrent, plus je les voyais. C'est le 9e jour que nous avons remarqué des choses troublantes. Tout au long de la limite des arbres, entourant la cabane à quelques mètres de la clôture barbelée, il apparut un certain nombre de grosses pierres et de gros rochers qui montaient jusqu'à ma poitrine. La plupart avaient une forme étrange, et leur sommet se courbait en pointe en direction de la cabane. Ils avaient tous été placés à quelques mètres les uns des autres, le long de la bordure des arbres, presque comme une clôture appartenant à la forêt. Quand nous avons vu ça, Bjorn s'est arrêté et m'a dit de ranger mes affaires, car nous devions partir à l'aube. Je n'ai pas discuté. Même lorsque nous avons dépassé la clôture et refermé la porte, j'avais l'impression que nous étions toujours observés de quelque part dans la neige. Il faisait trop sombre pour pouvoir distinguer quoi que ce soit. Mais je savais qu'ils étaient là. Nous n'avons pas dormi longtemps. À un moment donné, au milieu de la nuit, entre les vents hurlants et le froid glacial, il y a eu un fracas assourdissant. Et la porte s'est fendue, en son centre laissant la neige et le givre rentrer et éteindre la seule bougie allumée. Avant même que nous sachions ce qui s'est passé, j'entendis des bruits de pas, et au bout de quelques secondes, mon grand-père avait réussi à allumer une petite lampe à huile qu'il avait accrochée au mur. La table et le garde-manger avaient été renversés. Tout ce qui n'était pas cloué avait cassé et éparpillé dans la pièce. J'ai demandé si nous devions partir maintenant. Il m'a dit que c'était ce qu'ils attendaient de nous et que nous patienterons jusqu'à l'aube. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Nous étions assis là, frissonnant et fixant la porte cassée. La lumière de la lanterne repoussant à peine l'obscurité et qui sait quoi d'autre. Derrière la cabane, plusieurs fois, j'ai cru voir quelque chose, juste devant la porte, en train de nous observer. Quand j'ai vu l'horizon s'éclaircir, c'était comme si je me réveillais d'un cauchemar, sauf que celui-ci n'était pas tout à fait fini. La neige avait cessé, mais les nuages pesaient toujours lourds au-dessus de nous. Il nous faudrait 3 jours de marche dans le meilleur des cas avant d'arriver au pick-up de grand-père. Nous nous sommes déplacés aussi vite que nous le pouvions. La neige était toujours aussi profonde et collante, mais nous ne pouvions pas nous permettre de baisser le rythme. Je ne sais pas combien de kilomètres nous avions parcouru, mais je sais que nous ne nous sommes pas arrêtés et que nous n'avions rien mangé jusqu'à ce qu'il commence à faire nuit.
Björn a dit qu'il nous faudrait obtenir autant de bois de chauffage que possible, car nous allions avoir besoin d'un grand feu. Qu'en est-il des arbres marqués, lui demandai-je. Je ne savais pas si les choses pouvaient empirer. Plus besoin de les ménager, ça n'a plus d'importance maintenant. Ils sont déjà énervés. Qu'ils aillent au diable, m'a-t-il répondu. Cette nuit-là, nous avons fait un énorme feu de joie. Je parie que vous auriez pu le voir depuis l'une des montagnes. Nous pouvions toujours entendre au loin les chuchotements. Ils ne s'arrêtaient jamais. De temps en temps, une branche ou une pierre volait dans notre direction. Ce ne fut pas reposant. Environ 1 heure avant l'aube, la neige a commencé à tomber. Le deuxième jour était une vraie galère avec le retour de la neige. Ces ordures avaient repris courage et ils ont commencé à se rapprocher. Nous étions souvent ralentis par des grosses branches enchevêtrées, placées le long de notre chemin, nous rendant la progression de plus en plus difficile. Malgré ça, nous n'avons pas ralenti la cadence. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais été capable de fournir autant d'efforts. Et j'avais le sentiment que c'était une question de vie ou de mort. Nous avions réussi finalement à atteindre une petite clairière, alors que la lumière du jour commençait à faire place. Ensuite, nous avions ramassé tout le bois que nous pouvions trouver, pour allumer un feu. Le bois était humide, et l'obscurité commençait à s'épaissir. Je pouvais à présent distinguer de petites formes s'agiter sur ma vision périphérique. Je suppose que Björn était là, à bout de nerfs, parce qu'il a attrapé la lampe à huile et l'a versée sur les bûches pour les allumer. Les ombres se sont retirées, mais nous entendions toujours des sifflements. Nous nous sommes retrouvés presque seuls cette nuit-là. Peut-être commençait-il à se lasser, me suis-je dit. La neige n'avait pas vraiment cessé. Et au moment où nous sommes réveillés, nous étions tous les deux à moitié enfouis. Nous partîmes avant le lever du soleil. Je pense que Björn supposait que nous ne pourrions pas faire le reste du chemin, avec seulement quelques heures de luminosité. Le sentier était quasiment impraticable. Des arbres abattus, des rochers et des branches jonchaient la neige. Malgré nos efforts, nous ne pouvions pas maintenir la même cadence que la veille. Nous étions suivis. Je les apercevais toujours de temps en temps. Les mauvaises conditions du sentier nous ont ralentis au point qu'il faisait déjà nuit et que nous n'avions toujours pas atteint le pick-up. Björn ne voulait pas s'arrêter cependant. Il m'a dit que nous étions proches et que nous ne pouvions pas risquer notre vie dehors. Ivre de fatigue, je ne sais pas combien de temps nous avons marché encore. Mais finalement, nous avons fini par atteindre une route déneigée. Nous l'avions suivie pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous distinguions le pick-up de grand-père, reposant sous une grosse couche de neige. Grand-père retira une pelle pliante de son sac et finit par tout enlever. Ensuite, il ouvrit la portière pour prendre une petite glacière qui contenait une batterie et des pinces de contact. Il la brancha à celle qui était sous le capot avant de démarrer le contact. Le pick-up démarra. Il referma le capot. Et nous sommes partis sans regarder en arrière. Après notre retour en ville, nous sommes restés dans une auberge pour y passer 2 jours. Ce fut la meilleure nuit que j'ai passée de toute ma vie. Nous nous sommes réveillés tôt, avons pris un copieux petit déjeuner et demandé à l'accueil où nous pourrions trouver des vêtements neufs à acheter. Une fois les vêtements achetés, Björn a appelé mon père pour lui demander de nous réserver un billet d'avion pour le lendemain. Puis nous sommes retournés à l'hôtel pour y prendre une douche chacun à notre tour. Nous avons passé le reste de la journée à manger et à nous reposer. Le lendemain, nous avons conduit presque toute la journée pour nous rendre à l'aéroport. Quand nous sommes arrivés, Björn est resté avec nous pendant un petit moment, à la demande de mon père. Nous n'avons pas beaucoup parlé de notre aventure. Nous avions juste dit que nous devions rentrer plus tôt que prévu. Ce printemps-là, Björn est parti car il a dit qu'il devait rentrer chez lui. Je lui ai demandé pourquoi il voulait retourner. Et il m'a répondu qu'il avait vécu dans ces bois pendant presque 20 ans, que c'était sa maison et qu'il était attaché à ces lieux. Il m'a promis d'appeler et de nous rendre visite à l'occasion. C'était il y a 3 ans. Aucun de nous n'a eu de ses nouvelles depuis. Ma mère est convaincue qu'il est décédé. Peut-être a-t-elle raison, mais je ne peux pas m'empêcher de douter. Pour moi, Björn était aussi increvable qu'un clou de cercueil. Et après cet enfer que nous avons vécu ensemble, j'ai l'impression que malgré la distance, nous sommes restés connectés d'une certaine manière. Ces derniers temps, j'ai ressenti un besoin urgent de le visiter. J'en ai parlé à 2 amis à l'université, sans leur donner trop de détails. Ils ont accepté de venir avec moi pour passer des vacances dans la cabane de mon grand-père. Nous sommes actuellement au Motel Sky, à Whitehorse.
Nous partons demain matin, le 1er juillet. Personnellement, je ne suis pas venu pour passer des vacances. Je voudrais juste retrouver Björn. Nous prévoyons de partir un peu moins d'un mois. Et nous avons choisi l'été, car je pense que ce serait moins risqué pour mes deux amis. J'ai l'impression que Björn m'attend là-bas. J'ai le sentiment au fond de moi qu'il est toujours là. Souhaitez-moi bonne chance.